dire sur le rôle de l'historien, on a souvent une idée tout à fait fausse de ce rôle. L'historien, je dirais que c'est un généticien d'une certaine manière. C'est un chronologiste en tout cas. C'est quelqu'un qui est doué pour l'histoire. C'est quelqu'un qui est capable, qui a une vision très aiguë de la chronologie des choses. Ce qui n'est pas sans rapport avec la notion de causalité. Qu'est-ce qui vient avant, qu'est-ce qui vient après? Ce n'est pas simplement quelqu'un qui sait de seconde main ce que les documents disent et qui s'en tient là. Car ces documents, il faut les mettre dans le bon ordre. Et un historien qui n'est pas capable de mettre les choses dans le bon ordre, quitte à constater qu'il y a des choses qui ont été inversées, ou qui ont été post-datées, ou antidatées, etc., n'est pas un historien excellent. Et je crois que c'est fondamental. Nous avons besoin de véritables historiens qui sont capables de reconstituer le cours des choses, la succession des événements, sans être simplement des gens qui ne font que valider ce qui nous est transmis par le passé. Il faut avoir une approche critique du passé. Hein. Et beaucoup en sont totalement incapables, et d'ailleurs ils renoncent, ils démissionnent, et par conséquent, ils considèrent que comment les choses sont advenues, et comment elles nous sont parvenues, eh bien, c'est cela que l'historien doit constater et signifier, et qu'il n'a pas nécessairement de rôle à jouer dans la reconstitution du parcours, du suivi, etc. Et c'est en cela d'ailleurs que je m'oppose très souvent à des historiens sur différents sujets, notamment sur l'astrologie, sur Nostradamus, sur la linguistique, sur les femmes, etc. C'est toujours, il y a un débat sur qu'est-ce qui est la cause de quoi. Et c'est quelque chose qui fait qu'il y a des gens qui ont ce feeling de ce qui vient devant, de la genèse des choses, et d'autres qui ne l'ont pas, et qui se contentent de reprendre ce qui a déjà été dit, ce qui a déjà été transmis, ce qui est tout à fait insuffisant. Alors par conséquent, parfois on me dit, mais vous dites des choses, or les historiens disent autre chose. Mais c'est une plaisanterie. Les historiens, moi je suis historien, et eux, ce sont des historiens de bas étage, qui se contentent simplement, sans aucune exigence intellectuelle forte, de rapporter des documents, des éléments, sans les mettre dans le bon ordre. Le bon ordre, le mot ordre veut dire plusieurs choses en français, mais il veut dire aussi que les choses se font dans l'ordre, c'est-à-dire dans la succession juste. J'ai déjà donné des exemples de cette approche critique de l'historien tel que je le conçois, à propos des 2 premiers versets de la Genèse, où je montre assez clairement que le premier verset ne fait pas sens par rapport au deuxième verset. On ne peut pas dire que Dieu a créé le ciel et la terre, et dire au deuxième verset, la terre était ténèbres. Parce que donc finalement, ça n'a pas de sens. On voit bien que la terre était ténèbres et Dieu a apporté la lumière à la terre, il ne l'a pas créée. Donc c'est un exemple parmi 100 autres, mais enfin, qui est assez flagrant. Et dans tous les cas de figure, j'ai montré évidemment pour Nostradamus aussi qu'il y avait des chronologies qui étaient totalement fantaisiques, qui étaient totalement invraisemblables. Et comme dit d'ailleurs, je ne sais pas qui, le vrai n'est pas toujours vraisemblable, parce que le vrai, c'est ce qui nous est apporté, ce qui nous est transmis, mais la vraisemblance de cela est souvent très douteuse, et il faut avoir ce doute cartésien par rapport à tout ce qui nous est transmis. Le cartésianisme doit aboutir à une conception très, très exigeante du rôle de l'historien, de reconstitution, de restauration de l'ordre des choses, dans quel ordre les choses se sont faites. Et notamment, bien entendu, au niveau de la création, on voit bien que les hommes et les femmes ne se situent pas dans le même ordre des choses. Dans la plupart des cas, la création est de l'ordre du masculin, et après, les femmes prennent le relais. Ça aussi, c'est un débat historique. C'est aussi ce qu'on peut appeler la distinction entre structure et conjoncture. L'historien doit rétablir la structure
temporelle. Et après, on va constater justement les déviances qui ont pu se produire. Pour être l'historien, il est au cœur, en fin de compte, de cette dialectique du normal et du pathologique. Pour pouvoir déterminer, par exemple, l'apport d'un auteur ou d'une époque, eh bien, il faut montrer ce qui existait avant, quelle a été la valeur ajoutée. Bon. Donc, effectivement, c'est pour ça que ce qu'on appelle la postérité, en réalité, la postérité, c'est de remettre les choses dans l'ordre chronologique. Dire, voilà, telle chose n'aurait pas pu se faire s'il n'y avait pas eu ça avant. Si telle œuvre n'avait pas existé avant, ou si tel personnage n'avait pas fait ce qu'il a fait avant, les choses ne seraient pas passées comme ça. C'est cela qu'on demande à l'historien, généticien, c'est de rétablir l'ordre des choses, la priorité, la hiérarchie chronologique et diachronique des choses. Et souvent, les femmes notamment ont tendance à vouloir tout expliquer par des phénomènes conjoncturels. On leur dit par exemple, tiens, il n'y a pas beaucoup de femmes dans l'histoire de la philosophie ou de la musique ou de la poésie, etc. à telle époque. Alors c'est, ah oui, mais c'est la conjoncture qu'il a voulu, n'est-ce pas? C'est parce qu'on a fait ceci, on n'a pas donné les conditions qu'il fallait, etc. Ça c'est du pipeau, n'est-ce pas? L'historien est plus dans l'ontologique, c'est-à-dire il veut comprendre comment les choses se sont faites, et éventuellement défaites d'ailleurs, comment les choses se sont corrompues, comment les choses se sont dévoyées, bien entendu. Un historien ne peut pas ignorer qu'il y a des phénomènes de corruption, qu'il y a des phénomènes de supercherie littéraire, de substitution, il y a des impostures. Tout cela, il doit le dépister, il doit le dénoncer, il doit le signaler. Et donc c'est une tâche extrêmement intéressante que celle de l'historien telle que vous la présente, je crois. De la même façon, pour revenir à ce que je disais dans cette précédente vidéo, l'historien doit savoir que l'arbre peut cacher la forêt et qu'on va donner une importance excessive à une situation donnée alors que cette situation est une situation beaucoup plus banale qu'on ne le croyait. Et inversement, il ne faut pas prendre pour quelque chose qui est l'ordre d'une loi ce qui est de l'ordre de la pathologie, de l'épistémé, comme je dis. C'est-à-dire, par exemple, la maladie, le fait que quelqu'un ait telle et telle maladie n'est pas la norme. Hein. C'est une banalité de le dire, mais je suis obligé de le dire quand même. Il ne faut pas mélanger, sur un plan, il ne faut pas mélanger ce qui est la norme, et qui est donc la cause fondamentale, le substrat fondamental, et ce qui est une dérive de la norme, une pathologie de la norme. Et là aussi, le rôle de l'historien nous apparaît comme absolument évident. Voyez-vous, donc je suis en train de redéfinir le champ de l'épistémologie de l'histoire, et j'espère que ça vous aura intéressé et interpellé.